Aujourd'hui, on va énumérer déjà en premier temps les erreurs à éviter. Si aujourd'hui tu souhaites te lancer, mais en même temps, on va vous donner le plan d'action exact, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réussir dans ce business du retail online arbitrage, progresser et surtout scaler votre business pour atteindre la liberté financière. C'est très important aujourd'hui de bâtir un vrai business, d'avoir une bonne vision et c'est aujourd'hui ce qu'on va vous partager. Du coup, Guillaume, est-ce que tu vas bien? Super, et toi, Omar, la forme? Yes, good. Du coup, aujourd'hui, Guillaume, par rapport à ton expertise, ce que tu as vécu aujourd'hui en termes d'expérience et aussi par rapport aux élèves qu'on a accompagnés, on a Ouais. aussi des élèves qui avaient déjà des formations et qui viennent nous rejoindre sur l'accompagnement avec un état d'esprit. Ils ont essayé plein de choses, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'erreurs à éviter si par exemple tu as quatre cinq erreurs à éviter? Ok, alors du coup, pour se lancer sur Amazon, alors des erreurs, il y en a des centaines à faire, mais il y a aussi des bonnes actions que tu peux du coup entreprendre dès le départ pour éviter de limiter les erreurs. Je pense Yes. que c'est impossible de faire aucune erreur, sinon il faut pas entreprendre si tu as peur de faire des petites erreurs. Mais grosso modo, la première chose à faire quand tu lances un business en ligne, que ce soit Amazon ou autre chose, c'est de se former et s'informer. C'est vraiment la base. Si tu commences à pratiquer, à ne pas forcément écouter les conseils, te former, avoir au moins les bases solides pour te lancer, tu vas te décourager, tu vas juste faire les actions que tu as vues sur YouTube une ou deux fois, et tu vas te décourager et en fait arrêter. Donc au moins, je conseille au moins de se former avec soit une formation en ligne, un accompagnement, si tu veux accélérer, mais l'idée c'est d'avoir au moins des bases solides pour pouvoir commencer à sourcer, paramétrer tes outils et ne pas faire en fait n'importe quoi. L'arbitrage sur Amazon, c'est un modèle de vente qui est simple, c'est de l'achat-revente. Par contre, tu as différents moyens de le faire de façon plus ou moins professionnelle. L'idée, c'est de faire directement les méthodes qui fonctionnent et qui ne datent pas de plusieurs années ou en tout cas qui sont faits de manière fiable pour ne pas vendre n'importe quoi ou vendre des produits mais qui ne rapportent rien. Donc les erreurs à éviter, je dirais que c'est de forcément ne pas se former, paramétrer n'importe comment ou ne pas paramétrer ses outils. C'est vendre des produits sans analyser la rentabilité, forcément, parce qu'on peut très bien générer beaucoup de chiffre d'affaires qui n'est pas rentable si jamais le ROI est trop bas, voire négatif. C'est bien beau de vendre sur Amazon, mais la renta qu'il y a derrière, c'est aussi ça qu'on va aller chercher et surtout qu'on va analyser. Ça, on le trouve aussi avec les gens qui se lancent en micro-entreprise. Ils ne comptent pas, par exemple, l'URSSAF, ils ne comptent pas leurs frais, les frais annexes. Ce qui fait, en fait, même en se basant sur. Déjà, ils prennent Seller AMP avec la configuration basique, ils mettent le produit. Aussi, en fait, une des erreurs, c'est aussi en fait, de minimiser l'impact du business. Ça veut dire qu'en prenant le business, il est simple. Le business, il est simple, il est facile à comprendre, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être impliqué à 200%, à bien calculer, à aller jusqu'au bout. Et ça consiste pas, le business, à prendre un produit, le scanner, partir en magasin, le scanner, rentabiliser. Il y a derrière vraiment plein de facteurs, des frais d'Amazon, des frais de TVA, et tout ça, ça rentre Mhm. dans l'activité de calcul. Si tu fais les choses correctement, tu n'auras pas de surprise après l'achat des produits et pendant les ventes. Si tu fais les choses un peu, comme tu le dis, sans se former, sans savoir ce que tu es en train de faire, tout simplement, bah, tu auras des surprises forcément parce que tu as oublié quelques frais et c'est là c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, bien sûr, tu vas faire du chiffre d'affaires, tu vas avoir ton bénéfice, et quand à la fin du mois, tu vas payer tes cotisations sur ça, tu vas dire, bah, je comprends pas, c'est quasiment 100% de mon bénéfice. Personne qui pense que pour vendre sur Amazon, il faut juste que le prix d'achat en magasin ou en ligne soit juste un peu inférieur du prix de revente sur Amazon. Mais pas du Mm. tout. Amazon a des frais, que vous soyez rentable ou non sur vos ventes, eux vont gagner de l'argent parce qu'ils vont prendre leurs frais de préparation, de stockage, d'expédition et de livraison, peu importe la rentabilité que vous allez faire sur le produit. Donc, par Mm. exemple, si tu achètes un produit 10 euros chez un grossiste, et que tu le revends 14 sur Amazon, même s'il y a 4 euros de différence, c'est beaucoup C'est, trop peu comme différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, c'est pas tu achètes 10, tu revends 14, tu fais 4 euros de bénéfice. C'est pas du tout ça. Il faut prendre la TVA en compte si tu achètes hors taxe, il faut prendre les cotisations SAF si tu es dans ton entreprise. Si tu es en société, c'est différent. Mais pour le coup, il faut qu'il y ait quand même, logiquement, de base, un écart assez grand entre le prix d'achat et le prix de vente. Je conseille au moins de faire du x3 ou du x4. À 100%. Moi, je rajouterais une des erreurs que j'ai vues par rapport aux personnes que soit que j'ai eu en appel ou autre, c'est toute la partie en fait, comme ils passent, ils font beaucoup de sourcing en magasin parce que 80% des gens qui font du retail, ils font en magasin parce que la majorité des formations, ils sont basées que sur des magasins. Et le fait de partir en magasin, c'est qu'en fait, ils sont emballés. Déjà, ils galèrent à trouver des produits en magasin s'il n'y a pas de promotion. Et du coup, ils sont emballés. Dès qu'ils trouvent un produit, ben, vas-y, je l'achète.
l'impact de ça, c'est que tu ne prends pas le temps de calculer bien ta rentabilité. Tu ne prends pas le temps de mettre dans un bon fichier. Tu ne prends pas le temps de comparer avec une dizaine de produits. Tu as un budget de 1000 euros. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends tous les produits que tu as trouvés qui sont rentables et que tu fasses une sélection. Tu prends les 80-20 des produits les plus rentables et derrière, c'est ça ton panier. Et du coup, la précipitation va te ramener à ne pas calculer ta rentabilité, à ne pas maîtriser la concurrence, à ne pas bien vérifier le BSR. Et du coup, tu achètes un peu émotionnellement. Et on le sait bien dans le business, surtout sur du e-commerce, full retail, Amazon, c'est que du calcul. Du coup, il n'y a pas d'émotionnel. Il faut être vraiment ludique là-dessus et aller chercher les bons chiffres, quoi. Mhm. Les calculs peuvent être simples, mais encore faut-il bien les faire et savoir du coup quelle est sa rentabilité après achat. Tu as raison. L'idée, c'est qu'en Yes. magasin, quand tu arrives, tu as l'émotionnel qui rentre en compte, tu as tous les produits devant toi, tu scannes, tu vois du volume de vente et de la renta, tu achètes, alors qu'en fait, tu sais même pas si tu vas vendre et si tu vas vendre de façon rentable parce que tu n'as pas vu les autres concurrents, tu n'as pas vu s'il y a du partage de buy box, tu n'as pas regardé l'historique du produit sur le graphique. Et donc, il y a un tas d'autres indicateurs comme ça qu'il faut analyser, que tu sois en magasin ou que tu sois en ligne en train de sourcer chez toi. À 100%. Après, une erreur très commune aussi, c'est idéaliser le produit. Chercher le produit miracle pour les personnes ou le produit gagnant comme ils souhaitent l'appeler. Mais en fait, c'est beaucoup plus genre chercher un produit qui fait 100, 200, 300, 500 ventes par mois au lieu d'aller chercher des produits qui vont être plus rentables avec des petites quantités et monter petit à petit avec une bonne stratégie. Et du coup, les gens, ils sont coincés sur idéalisation d'un produit, le produit qui se vend le plus, qui rapporte au minimum 10 euros avec une renta de fou. Et du coup, en fait, au lieu de se focaliser sur ce qui existe aujourd'hui, même avec peu de ventes, ils peuvent se focaliser dessus. En fait, ils idéalisent ça et du coup, ils ne trouvent pas de produit. Parce que pour eux, le bon produit, c'est celui qui va se vendre 500 fois. Mais la réalité, c'est que le budget aujourd'hui, le budget des gens qui se lancent, ça ne permet pas d'acheter 500 pièces. Du coup, même s'ils trouvent un bon produit là-dessus, ils ne vont pas l'acheter. Et du coup, là, en fait, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi acheter. Et là, ils ratent énormément d'opportunités. Ouais, le volume de vente, c'est une info qui est importante, mais qui peut être éphémère en fonction du partage de buy box et des différents vendeurs. C'est pas Mhm. parce que tu vois 500 ventes par mois que c'est toi qui vas faire les 500 ventes par mois. Donc ça, c'est un truc à analyser. Et des fois, tu vas plus vendre sur un fiche produit qui fait 100 ventes par mois avec un meilleur partage de buy box plutôt que sur un produit qui a un gros volume de vente, mais avec beaucoup plus de concurrents. Donc ça, c'est une chose qu'il faut analyser aussi. À 100%. Bah, surtout que la majorité là où il y a des grosses quantités de ventes, tu vas trouver Amazon dessus. Du coup, vaut mieux se Ça dépend les nicher marques, que. mais Ouais, c'est possible. yes, yes. Yes. Du coup, là, on a énuméré que quelques erreurs qui sont commises aujourd'hui par les gens qui se lancent sur Amazon en retail. Euh, Si on veut conseiller ces gens-là, ça serait quoi le processus par exemple, sur 4, 5 étapes pour qu'une personne, si elle se lance, elle a le bon procédé pour aller chercher et réussir surtout ce business? Je pense que de base, alors ça va être dur d'énumérer proprement, mais de base, il faut que tu commences par savoir concrètement comment on analyse un produit. Il n'y a pas uniquement la rentabilité et volume de vente qui servent à ça. C'est les indicateurs principaux, mais c'est pas les seuls qu'il faut analyser. Il y a le BSR qui est important, il y a le max cost, il y a le break-even, il y a la marge, il y a le ROI qui est aussi hyper Mhm. important en termes de rentabilité pure sur le produit. Et après, tu as tout l'aspect, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, le partage de buy box, quel vendeur vend dans quel pourcentage des cas et à quel prix, donc le nombre de concurrents, leur stock, si Amazon, quel est l'historique du produit. Donc tout ça, c'est des choses euh, qui paraissent complexes, qui peuvent être simples en fait à apprendre, mais qu'il faut savoir faire dans tous les cas. Et l'analyse produit, elle est la même à un vendeur débutant qu'à un vendeur expérimenté. C'est les mêmes indicateurs qu'on regarde. Donc première chose, savoir Avoir une méthode de sourcing claire avec des bons logiciels, avec SellRIP qui part et potentiellement d'autres. d'autres, hein. Vérifier bien sûr le prix d'achat, comprendre c'est quoi un BSR, prix d'Amazon, comment se positionner, à quel prix, pourquoi ce prix-là et pourquoi pas un autre, définir la Mhm. concurrence. C'est vraiment maîtriser le marché, ne pas se lancer à l'aveugle. Ok. Ça, c'est la première étape. Ouais, bien sûr. Deuxième étape, est-ce que tu as quelque chose en tête que tu souhaites rajouter? Oui, bien sûr. Assez rapidement, quand on voit que le produit est rentable, la deuxième étape, c'est forcément de l'acheter et vouloir l'envoyer chez Amazon. Mais si on Ok, l'achète sans respecter certaines règles, bien en sûr, fait, oui. on peut vite se faire rattraper. Parce que parfois, on peut acheter un produit, ne pas avoir besoin de le vendre, enfin, de débloquer la marque pour le vendre. Ça, c'est déjà cool.
et après on l'envoie chez Amazon. Mais si on n'a pas pris quelques précautions avant, Amazon peut nous faire rattraper avec des conformités, des images à prendre du produit ou Hmm. des informations sur la provenance du produit. Donc ça, c'est aussi des choses hyper importantes. Donc moi, je conseille déjà de prendre en photo chaque produit que vous achetez, ou en tout cas chaque produit de marque différente, pas forcément tous les modèles, mais juste un par marque. Au-dessus, dessous, sur les côtés, le code barre, la provenance. Comme ça, vous êtes sûr qu'en cas de demande de la part d'Amazon, Hmm. vous puissiez envoyer ces informations-là et être carré. Ensuite, Ah, acheter un intéressant. produit sans savoir si vous êtes éligible à vendre le produit via un déblocage de marque, ça peut être une grosse erreur dans le sens où vous achetez les produits et lorsque vous allez commencer à ajouter la fiche produit sur Amazon, là, Amazon vous dit top, 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 j'ai besoin d'une facture de 10 Hmm. unités ou des photos du produit. Et du coup, ça peut être problématique si jamais vous n'avez pas demandé de facture, si vous n'avez pas créé de compte client dans le magasin, le site en ligne ou le grossiste chez qui vous avez commandé. Alors, le grossiste, il faut un compte, donc ça à part, mais au moins le magasin ou le site en ligne. Donc ça peut être aussi une erreur à faire. Et donc ça, c'est le point numéro 2, je pense. C'est vraiment du coup prendre ces précautions-là et être sûr qu'on pourra vendre les produits, quoi. À 100%, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, Yes. je rajouterais là-dessus, je positionnerais beaucoup plus sur aussi partie 2-3, c'est en fait le budget. Définir un budget entre 500 à 1000 euros pour démarrer, avec aussi avec des objectifs. Avec des objectifs pour grossir votre trésorerie, tourner le stock vite, réinvestir, scaler votre business petit à petit, tout ce que vous gagnez, créer vraiment cet effet cumulé. C'est ça qui va vous permettre de grossir votre trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un complément de revenu, par exemple, de 4 000 euros, bah, potentiellement, il faut générer 8 000 euros de profit, entre guillemets. Et là, là-dessus, pour atteindre les 8 000 euros de profit par mois, bah, combien je dois avoir de trésorerie? Et c'est comme ça que vous pouvez vous projeter en termes d'objectifs, en termes de faisabilité aussi par rapport à votre business. Mais commencer petit et grossir petit à petit et avoir aussi le recul du temps, la confiance. Et ça va venir aussi avec le temps. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous voulez qu'on traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Likez, abonnez-vous et on vous dit à la prochaine fois pour une meilleure masterclass. So let's go. Salut, ciao.